présentation, c'est celui-là. En tout cas, donc on peut commencer avec David si le diaporama est prêt. Merci. Bonjour à tous. Si vous pouvez me confirmer qu'il y a bien un écran sur les diaporamas. C'est bon. Très bien. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de vous parler de ce sujet assez débutant au niveau des données médicales qu'on peut avoir dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis chef de clinique dans le service d'infectiologie à l'Archer. Et l'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on peut trouver dans la littérature sur cette entité de Covid long qu'on va essayer de définir, et je dis bien essayer. Et notre petite expérience locale, qui est plus si petite que ça, sur l'évolution des patients qui ont été hospitalisés pour une pneumonie Covid, où on a maintenant une belle expérience, et celle qui est plus débutante sur les patients qu'on nous adresse depuis la médecine de ville à distance d'un Covid, on va dire minime, pris en charge tout du long en ambulatoire à la phase initiale. Donc on parle de Covid long, on a parlé, on parle encore de syndrome post-Covid, les anglo-saxons parlent de Covid long haulers. Bon, c'est en train d'être défini, je pense, par les différentes grandes instances. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au début de l'été 2020 apparaissent dans les médias populaires la notion de symptômes prolongés et de personnes qui ne récupèrent pas de la, on va dire, quinzaine de jours de symptômes viraux comme on pouvait s'y attendre. Et dès l'automne 2020, dans des grandes, voire très grandes revues de médecine, apparaissent des inquiétudes remises par certains médecins et des petites données issues de cohortes essentiellement chinoises et italiennes pour les premières, de quelques dizaines de patients qui, 3 à 6 mois après une infection Covid, gardaient certains symptômes qu'on va évoquer par la suite. Et rapidement, voire même avant, on trouve sur les réseaux sociaux et sur des grandes associations de patients qui existaient déjà une sous-rubrique maintenant sur ce post-Covid, ce Covid long, avec des forums et des entraides entre patients, notamment au vu du désarroi du corps médical, et qui regroupent maintenant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes, notamment via Facebook et autres réseaux sociaux. Donc, en France, pendant la première vague, les seules informations qu'on avait et qui, à ma connaissance de l'HAS, sont pour l'instant toujours les seules sur ce post-Covid, sont celles de la prise en charge de la rééducation des patients après une hospitalisation. Et avec un parallèle qui est fait également pour les patients ambulatoires sur l'importance, et c'est pas du tout négligeable, de cette rééducation physique, mais pas réellement encore de belles définitions, prise en charge, exploration ou traitement, pour la bonne raison probablement que ce n'est pas encore bien clair, qui existent en France. Il y a des hôpitaux qui ont fait des programmes diffusés à l'échelle des médias sur la réhabilitation post-Covid dédiée aux patients ambulatoires. Je ne citerai pas d'hôpital spécifique, mais il y a certains hôpitaux de la PHP qui ont beaucoup parlé dans les médias pour ça, et donc on peut s'inspirer de la prise en charge. Et c'est maintenant relayé dans les associations de patients également de pouvoir avoir accès à des spécialistes qui se disent avoir acquis une expertise sur le Covid long. Donc c'est plus intéressant au niveau de la Grande-Bretagne où ils ont édité des recommandations qui, pour la petite histoire, sont intitulées NICE, mais qui n'ont bien sûr rien à voir avec la ville de Nice, malheureusement, et qui font état de deux choses qu'il est difficile de bien comprendre comme étant différentes si on le lit trop vite, entre la continuité des symptômes initiaux d'un Covid, qui persisterait plus longtemps que ce qu'on aimerait bien, donc 4 à 12 semaines, une fourchette assez large de symptômes persistants après les symptômes viraux initiaux qui restent les mêmes, versus des symptômes nouveaux ou réapparus au-delà de 3 mois après une amélioration potentielle des signes viraux initiaux. Donc sinon, ce sont des patients dont les symptômes chauds viraux se sont éteints et qui finalement, au bout d'un certain temps, se rendent compte qu'ils sont encore peut-être un peu asthéniques ou qui finissent par avoir une dyspnée d'effort qu'ils n'avaient pas lors de la première semaine de symptômes viraux. Donc en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils ont des études qui mettent en place qui font pâlir ce qu'on peut essayer de faire à l'échelle locale, voire nationale en France, où ils envisagent des inclusions de plusieurs dizaines de milliers de patients sur 1 à 2 ans, puisque ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on estime que 10% des personnes ayant fait le Covid vont garder des symptômes au-delà de 3 mois. Ils vont rentrer dans cette potentielle définition débutante du Covid long, et donc à l'échelle de plusieurs dizaines, voire la centaine de millions de patients à travers le monde, ça représente quand même une donnée de santé publique qui va devenir assez préoccupante.
Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les études sont assez similaires dans les pourcentages qu'elles donnent si on accepte d'avoir une fourchette. On va avoir 40-60% d'asthénie et de dyspnée d'effort persistantes pendant plusieurs semaines, des douleurs en termes de myalgie, douleurs thoraciques ou céphalées, pas toujours associées les unes aux autres, chez un peu moins des patients, mais souvent parfois la moitié. La toux qui, elle, s'amende parfois plus lentement, mais disparaît quand même chez plus de patients, on est plutôt de l'ordre de 20%, et 40% des patients qui vont avoir une persistance, voire surtout une rémanence de leur agueusie et de leur anosmie, qui peut fluctuer au sein des jours et qui peut être assez invalidante au quotidien, notamment pour la reprise du poids éventuellement perdu. Et de manière plus préoccupante, on a des phénomènes neurologiques, on va dire, d'insomnie, de flou visuel et surtout de troubles de l'attention et de la concentration qui tranchent beaucoup avec leur état antérieur et qui vont préoccuper plus de 50% des patients, je dis bien parmi les 10% de Covid long, hein, bien sûr, pas parmi toutes les personnes qui ont du Covid. Donc, si on regarde un peu plus près de belles études, on a surtout très récemment une étude dans le Lancet qui était faite par l'équipe d'un hôpital de la région de Wuhan en Chine, où ils ont regardé leurs patients hospitalisés, donc uniquement des pneumonies hospitalisées mais non graves, seulement 4% de patients en réa, et ils ont plus de 1500 patients parmi les 2500 qu'ils ont eu, d'âge relativement jeune, une très faible prédominance d'hommes, donc un sexe ratio plutôt bien établi, et on a à 6 mois plus de la moitié des patients qui ont encore une asthénie selon différentes échelles, dont le performance status, un quart des patients qui souffrent d'insomnie et un autre quart qui souffrent de dépression et pas nécessairement associés, mais quand même assez régulièrement, et un quart de patients également avec une dyspnée d'effort. Et ils ont regardé la corrélation avec des scores sur lesquels je m'étends pas vu la durée de la présentation, sur la proportion entre la gravité initiale, la gravité du scanner et les symptômes persistants, et presque heureusement, on voit quand même une gradation assez proportionnelle. Pour la petite histoire, les sérologies à 6 mois décroissent de moitié de positivité, mais sans forcément que ça ait un grand intérêt. Mais elles restent positives pour autant pour la moitié des patients. Donc quand même 60% d'asthéniques à 6 mois sur la population chinoise. Et sur un autre article qui regroupait 5 études sur des patients dits de Covid long, environ 600 patients avec une moyenne d'évaluation à 3 mois, on avait une fourchette en moyenne de 60% également d'asthénie, 50% de dyspnée, près de un peu plus d'un tiers de syndrome post-traumatique et de troubles anxieux, et la moitié avec des troubles de l'attention. Donc c'est quand même des choses qui sont assez bien facilement retrouvables, mais très disparates d'un patient à l'autre. Donc qu'est-ce qui est formulé comme hypothèse pour l'expliquer? Tout et son contraire. Il y a quand même, et c'est très préoccupant de l'oublier, la recherche d'une atteinte d'organes qu'il faut savoir faire, évoquer et rechercher. Une atteinte thrombotique type embolie pulmonaire, assez facile à éliminer. De la fibrose pulmonaire, qu'elle soit à distance ou assez proche de la pneumonie elle-même. Une myocardite ou une péricardite, donc ça se recherche facilement à l'interrogatoire, à l'examen et par des examens paracliniques. Plus difficilement, il y a des choses qui sont évoquées comme les neuropathies à petites fibres, qu'on met difficilement en évidence à l'interrogatoire, à l'examen et même à l'ENG. Ça peut être de l'anapathe qui les met en évidence, mais ça peut être pris en défaut. Et après, on rentre dans toutes les notions de pathologies déjà existantes qui sont des syndromes justement, la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, toutes ces choses-là qu'on peut difficilement affirmer et qu'on a très envie d'évoquer quand on voit ces patients à la consultation sur certains de leurs symptômes, mais ce qui n'est pas forcément les aider, et ne pas négliger également la part du stress post-traumatique. Et en termes de physiopathologie, est évoquée également la rémanence virale et une certaine dysimmunité post-infectieuse, pas nécessairement spécifique du Covid, en tant que symptômes post-viraux, et qu'on peut également difficilement mettre en évidence. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en fait, c'était déjà décrit de manière très claire après les épidémies de MERS et de SARS, sur la littérature chinoise notamment, où on a des patients qui sont restés asthéniques, voire dyspnéiques, 2 à 4 ans après leurs infections à coronavirus. Mais on s'en parlait à l'époque de dizaines de milliers de patients, donc ça a probablement moins défrayé la littérature. Ce qui est plus intéressant de se dire, plutôt d'essayer, tant qu'on n'a pas la réponse, c'est de se dire qu'il faut prendre en compte l'esprit et le corps, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et pour quels patients? Donc, 2 choses. Nous, on a évalué la quasi-totalité de nos patients à la première vague en post-Covid, avec des évaluations qu'on a fait en hôpital du jour, conjointement avec la réanimation qu'ils l'ont fait pour les patients qui sont passés entre leurs mains et qui continuent à le faire jusqu'à 1 an après. Nous, on a dû limiter un petit peu nos évaluations de par le nombre de patients que ça pouvait représenter hors réanimation. Donc, j'ai quelques données que je peux vous présenter très rapidement sur les 70 premiers patients que ça représente, parmi plus maintenant de 300 patients qu'on a vus comme ça.
après, il faut avoir le temps d'analyser les données. Donc, on a fait une consultation médicale, bien évidemment, des EFR, des scanners, des tests de marche, un bilan biologique très simple avec des données vraiment basiques et une évaluation psychologique, par contre, exhaustive pour tous ces patients avec des questionnaires dirigés dont on va parler. Donc, c'était essentiellement des patients d'une 60aine d'années ou plus avec une grosse part de surpoids et d'obésité, des hypertendus diabétiques, comme on le sait. 25% d'entre eux, parmi ceux dont je vais vous parler moi, sont passés en soins intensifs. Ça ne représente pas l'ensemble de la cohorte, avec une majorité d'oxygénothérapie simple sans ventilation mécanique. Donc, brièvement, en bleu, vous avez les données initiales de leur Covid, en orange, les données à 6 semaines d'évaluation et en gris à 3 mois. Donc, on a à peu près un tiers des patients qui restent asthéniques avec des douleurs diffuses à distance de leur Covid, moins de 20% de patients qui ont une toux, un peu plus d'un tiers qui gardent une dyspnée à 3 mois, et une bonne amélioration concernant la gueusie et l'anosmie, mais quand même près de 10% de patients qui ont encore une plainte à 3 mois. Donc on retrouve un petit peu de données de la littérature, mais des choses qui sont assez faciles à distinguer sur des interrogatoires systématiques. Et si on regarde leur scanner, sur une présentation différente en termes de histogramme, vous avez les données de baseline à gauche, au milieu à 6 semaines et à droite à 3 mois, avec une répartition selon le degré d'atteinte à l'instant T, hein, bien évidemment, sur une photographie figée, des scanners en termes de pourcentage comme nous le rendent les radiologues. Et on voit qu'à 6 semaines, on a une amélioration, certes, de la plupart des scanners, mais on a quand même un peu plus de 15 patients qui ont des atteintes de plus de 10% persistantes, donc qui corrèlent avec des atteintes plus graves initialement, bien évidemment. Mais surtout, à 3 mois, on a encore près d'un tiers des patients qui ont des scanners encore anormaux, certes en amélioration, mais pas encore complètement nettoyés, comme on aime bien l'évaluer dans le cadre des pneumonies classiquement. Je vous parlerai de la corrélation clinique par la suite. Quelques images très brèves. On a des patients chez qui les images se sont aggravées entre baseline et 6 semaines, mais ça c'est lié au côté figé d'un premier scanner qui a pu s'aggraver dans les semaines suivantes. Et finalement, la clinique prévaut, et ce patient-là allait bien, avait des EFR normales, était peu gêné au niveau respiratoire, et à 3 mois, il allait très bien, n'avait plus aucune plainte, et on voyait à peine une petite trace en verre dépoli, sans aucune distorsion architecturale sur son scanner, puisque c'est surtout ça qui va nous intéresser, plus que la lenteur d'élimination du verre dépoli, si l'architecture est respectée. Et donc justement, pour parler de fibrose éventuelle, une patiente ici illustrée qui, à 6 semaines, avait des images très distendues au niveau de son architecture. On a évoqué chez cette patiente, bien avant les 6 semaines, qu'elle avait une pneumonie organisée sur son Covid. Elle était traitée en tant que telle, à tort ou à raison. Et 6 mois après, elle n'a pas réellement d'anomalies franchement persistantes, en tout cas rien à voir en termes de degré d'étendue. Et surtout, encore une fois, techniquement, elle va très bien. Elle n'a plus de dyspnée, plus d'asthénie, bien sûr, plus d'oxygène, plus de cortisone, et elle est retournée à son état antérieur. Donc il faut savoir se laisser le temps de réévaluer les patients et pas nécessairement être alarmiste. Donc, par rapport aux autres évaluations qu'on a fait, plus de 200 consultations de psychologie ont été faites avec des questionnaires complexes évaluant le stress post-traumatique, la qualité de vie, l'anxiété, la dépression et un minimum de fonction cognitive via le MoCA. Et elles ont pu nous rendre quelques premiers résultats. Et on a un quart de troubles anxieux, un tiers de troubles dépressifs et la moitié avec des troubles de l'attention et de la concentration, avec le gros biais que s'il y a de l'anxiété et de la dépression, il y a des troubles de concentration et qu'on a quand même une population souvent âgée, comorbide et peut-être avec un petit niveau socio-cognitif quand même, mais ça reste une plainte qui peut être au premier abord à la consultation. Les EFR, je ne vais malheureusement pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas encore pu analyser les données, mais il y a beaucoup d'altérations de la diffusion, beaucoup plus que des troubles de la ventilation qui, eux, s'améliorent assez bien avec l'évolution. Et 13 patients ont été orientés en pneumologie, au CHU ou en ville pour des expertises plus poussées sur les EFR et éventuellement des traitements. Mais rien que le temps qu'ils aient cette consultation-là, ils allaient mieux par rapport aux EFR du CHU. Donc encore une fois, l'évaluation ne doit pas être trop précoce et c'est pour ça que 3 mois me paraît un bon délai pour réévaluer ces personnes. Pour la petite histoire, 100% de sérologie positive dans notre cohorte, dont on ne fait pas grand-chose. Chez les patients ambulatoires, là j'ai une expertise qui est bien plus modeste, mais qui ne fait que s'accroître, avec 16 patients dont je peux vous donner quelques petites données, mais actuellement plutôt une trentaine qui ont pu être vues, en tout cas par moi-même, où là on a plus de femmes que d'hommes. Les gens sont plus jeunes, bien évidemment, vu que c'est des Covid ambulatoires, pas tous documentés, et ça crée une grande errance médicale, mais parfois pose la vraie question de est-ce qu'on est sur du post-Covid ou sur une autre entité qu'on arrive mal à définir, type fibromyalgie ou autre entité post-infectieuse virale non Covid,
avec quand même près de la moitié des patients qui ont vraiment des symptômes dissociés par rapport à leurs symptômes viraux initiaux et vraiment une plainte secondairement apparue et différente. Ça persiste en moyenne jusqu'à 7 mois après pour ceux qu'on vient de revoir et peut-être plus pour ceux qu'on n'a pas encore revus. Donc c'est quand même bien plus long que pour le Covid hospitalier, je trouve. Et l'asthénie reste au premier plan avec les troubles de l'attention au deuxième plan de par la plainte que le patient peut rapporter et c'est assez facilement discernable. Donc ce qu'on peut recommander de l'expérience qu'on a, c'est qu'est-ce qui est la plainte principale et quelle est l'amélioration qu'on peut proposer aux patients. Et ce qui est capital pour moi, c'est la kinésithérapie, vraiment au premier plan, et notamment en post-hospitalier immédiat avant la réévaluation. Et si elle a mal ou pas été faite, la refaire après, en particulier s'il y a du syndrome d'hyperventilation pour lequel il y a des questionnaires très simples à proposer ou une désadaptation à l'effort qui, pareil, peut s'évaluer rapidement en consultation avec quelques squats ou quelques de lever assis avec un petit saturomètre et on voit de suite s'ils deviennent tachycardes, voire polycliniques, voire hypoxiques. Ne pas négliger la part psychologique qu'il faut savoir combiner au somatique et ne surtout pas cantonner les patients à vous êtes fibromyalgique, vous n'avez rien, c'est dans la tête, mais par contre savoir leur dire que si leur plainte n'est que somatique, creusons un peu pour évaluer l'anxiété résiduelle de la Covid qui est des fois catastrophique, notamment pour des patients de la première vague qui sont restés chez eux sans accès médicaux et sans diagnostic. Ils sont beaucoup restés ancrés à cette période-là et se disent encore Covid et encore malade alors qu'on est 9 mois après. Ils ont encore des symptômes, mais il faut savoir leur dire que le Covid en lui-même est guéri, qu'ils sont plus contagieux, etc. Des choses qu'ils n'ont pas forcément déjà entendues. Et attention à la dénutrition et aux différentes carences vitaminiques qu'il faut explorer, qu'il faut prendre en charge, en particulier si on veut reprendre un effort pour des gens jeunes. S'ils sont fondus en muscles, ils ne pourront pas reprendre leur activité sportive d'avant. L'évaluation cardio-pulmonaire, elle est capitale pour pas passer à côté d'une atteinte d'organes. Donc savoir scanner, voire angioscanner quand c'est justifié par la clinique ou un dosage des débitmères, orienter en consulte de cardiologie pour des douleurs thoraciques éventuellement, et attention à la myopéricardite et aux séquelles qu'elle peut apporter, mais la trouver en phase aiguë, active, en post-Covid à plus de 3 mois, je ne pense pas que ce soit pertinent, mais par contre je pense qu'on passe à côté de beaucoup de ces diagnostics-là lors de la phase aiguë. D'un point de vue thérapeutique, c'est là où on n'a actuellement rien de validé. Le symptomatique, bien sûr, notamment pour les douleurs neuropathiques, pourquoi pas. Pour la neuropathie à petite fibre, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Et chaque prescripteur, il a un petit peu de sa propre expertise, de la colchicine, de la corticothérapie, voire des anti-inflammatoires. Certains patients sont soulagés, des fois de manière assez spectaculaire, d'autres pas du tout. Les antidépresseurs, notamment pour les douleurs neuropathiques, voire la fibromyalgie, pourquoi pas, mais ça, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, j'en ai pas l'expertise. Et il y a les essais prospectifs qui se mettent en place avec des molécules sur lesquelles je m'étends pas, parfois en injectables, qui sont essentiellement des anticorps, voire des immunoglobulines, ou des molécules qui avaient vocation à être utilisées comme molécules antivirales et qui retrouvent un essor, à tort ou à raison, dans la recherche. Donc, que faire de manière uniforme? Le Lancet a proposé deux catégories de réévaluation, je vous en illustre une là, qui montre bien le fait qu'il faut se laisser le temps, pas revoir les gens toutes les semaines, en restant proactif avec de la kiné, avec des groupes de parole, avec des petits moyens, mais des moyens quand même, et quand même garder les patients dans une boucle de suivi, mais parfois en disant on vous revoit dans 3 mois et on se laisse le temps que ça puisse s'améliorer. Et il y a des patients qui, à 6-9 mois, ont fini par s'améliorer, ou des patients post-hospitaliers qui ont mis bien 1 à 2 mois à guérir, mais après une pneumonie, c'est pas non plus à revenir à leur état antérieur, et c'est ça la clé de la guérison. Parce que la pneumonie est bien guérie, il faut savoir leur dire aussi. Mais donc se laisser le temps, mais sans les laisser sans diagnostic et sans prise en charge. Voilà. Je vous laisse pour les questions. Et vraiment, en fait, faisons travailler les kinés. Je pense qu'ils ont un rôle clé à jouer là-dessus. Je vous remercie. Merci. Merci David. David.